Au printemps 2024, j'ai décidé de partir quelques mois à Bali, avec notamment un objectif en tête, faire un stage d'apnée pendant 1 mois. Apprendre à plonger sans bouteille, sans gilet, sans oxygène, juste en retenant ma respiration. Et sonder ainsi quelques nouvelles régions inexplorées de mes capacités physiques et mentales. Avant d'entamer cette expérience, je connaissais vraiment pas grand-chose de la plongée en apnée. Je me souviens juste avoir été fascinée par le documentaire My Octopus Teacher, ou La sagesse de la pieuvre en français, sur Netflix, qui raconte l'amitié hors du commun entre le réalisateur Craig Foster et une pieuvre sauvage dans les eaux d'Afrique du Sud. Avec ce documentaire, je découvrais que c'était sans doute un des moyens les plus naturels, les moins invasifs et les plus harmonieux d'accéder au monde sous-marin et d'observer les animaux marins de près. Ça m'a fascinée et je voulais pouvoir faire corps avec l'environnement. J'étais attirée par l'apparente simplicité de cette pratique, c'est-à-dire le peu d'équipement nécessaire et le fait que ce soit accessible à tout le monde, n'importe où, n'importe quand, tant qu'il y a de l'eau. Et je voulais pouvoir nager au milieu des poissons, suivre des tortues, danser avec les raies manta, presque sans barrière, de la manière la plus harmonieuse possible. J'étais aussi fascinée par la discipline mentale requise par la pratique de l'apnée et la sérénité que les apnéistes semblent atteindre pour réussir à rester sous l'eau si longtemps. Et j'espérais utiliser l'apnée comme un moyen d'accéder à cet état de calme, à cet état méditatif que décrivent les apnéistes. Et motivée par la courte durée des formations, par les progrès très rapides que les documentaires, les livres, les vidéos sur l'apnée mettent souvent en avant, et par mon historique sportif et ma facilité générale à apprendre de nouvelles activités, j'étais plutôt confiante. Je pensais qu'en quelques jours, je pourrais commencer à explorer les fonds sous-marins en apnée et atteindre déjà les 20 mètres. Mais comme bien souvent quand on est trop confiant, ça s'est pas du tout passé comme prévu. J'ai été bloquée dès le tout premier jour par des difficultés à équilibrer la pression dans mes oreilles qui ont perduré et qui m'ont obligée à réévaluer mes attentes et même à réenvisager ma pratique de l'apnée. Est-ce que j'allais céder à la frustration ou est-ce que j'allais persévérer et finalement réussir à surmonter mes difficultés? Et quelles leçons est-ce que j'allais pouvoir tirer de ces obstacles? C'est justement ce que j'explore dans cette vidéo pour te montrer comment une simple expérience sportive peut nous aider à explorer notre potentiel, pas seulement physique mais aussi mental. Comment ce type d'expérience peut nous aider à mieux nous connaître et à nous comprendre et à développer notre résilience. Tu découvriras aussi bien sûr ce qu'est l'apnée, les bases de sa pratique et les capacités étonnantes que recèle notre corps, comment il fonctionne et s'adapte physiologiquement sous l'eau sans oxygène. L'apnée, c'est un sport aux multiples facettes qui semble assez paradoxal. D'un côté, on a l'apnée compétitive, un sport de performance, un monde d'exploits visant non seulement à repousser ses propres limites, mais aussi à explorer les confins des capacités du corps humain en général. L'apnée a gagné en popularité et en visibilité dès la fin des années 1980 avec l'apparition du film Le Grand Bleu réalisé par Luc Besson qui raconte l'histoire vraie de la rivalité que se livrent 2 apnéistes, Jacques Mayol et Enzo Molinari. Considérée comme un sport extrême, l'apnée de compétition se caractérise par des accidents parfois très impressionnants, allant des œdèmes pulmonaires à la perte de contrôle moteur en passant par la syncope. Dans une seule et même compétition, il n'est pas rare de voir une série d'apnéistes revenir à la surface, le nez ensanglanté, les yeux hagards, presque tétanisés, et certains sont même incapables de remonter à la surface, perdant conscience au milieu de leur apnée et doivent être repêchés par les apnéistes secouristes aux aguets. Dans un tel sport, les risques d'une erreur de jugement ou d'une mauvaise préparation peuvent être bien plus sérieux que simplement la défaite, pouvant aller jusqu'à la noyade et la mort bien sûr. Mais aux antipodes de cette approche peu rassurante, peut-être insouciante, voire dangereuse, on trouve d'autres formes d'apnée beaucoup moins extrêmes. Comme l'apnée alimentaire, une technique ancestrale qui était et qui est toujours utilisée par de nombreuses tribus pour pêcher, comme les Bajau d'Indonésie, de Malaisie et des Philippines, dont la rate fait 1,5 fois la taille d'une rate humaine normale, ce qui participe à leurs incroyables capacités d'apnée. Et certains individus de cette tribu pourraient rester jusqu'à 13 minutes sous l'eau sans respirer. On peut aussi citer les amas, pêcheuses sous-marines du Japon, ou les moken de Birmanie et de Thaïlande, des gitans des mers qui pêchent sous l'eau munis de leurs lances. C'est aussi une activité utilisée en biologie sous-marine pour mieux étudier le comportement d'animaux sous-marins plus timides ou très difficiles à approcher avec davantage d'équipement. Parce que l'apnée permet de se mouvoir plus facilement, librement et rapidement dans les 3 dimensions qu'avec une bouteille d'oxygène, de mieux se fondre avec l'environnement et de plonger à répétition sans risquer des accidents de décompression,
ce qui facilite dans certains cas le travail d'observation et la collecte de données des chercheurs. Mais c'est aussi une activité de loisir qui a gagné en popularité ces dernières années, probablement grâce à des films comme My Octopus Teacher et aux réseaux sociaux qui affichent des amateurs d'apnée dans des décors coralliens époustouflants et qui semblent valser sous l'eau avec des remontas et des tortues avec pour seul équipement un masque, un tuba et des palmes. Une activité tout public qui permet de s'approcher au plus près de la vie marine et de faire corps avec le monde sous-marin, presque sans barrière, comme si on faisait nous aussi partie de ce monde-là. Quand j'ai commencé à me renseigner sur l'apnée, j'ai tout de suite été fascinée par ce que cette pratique révèle de nos capacités humaines cachées. L'évolution de ce sport illustre bien les barrières mentales qu'on se fabrique et qui nous enferment parfois dans nos illusions. L'histoire de l'apnée nous montre justement que ce qu'on pensait être des limites du corps humain, en réalité, n'en sont pas. Jusqu'au XXe siècle, on pensait qu'une immersion en apnée jusqu'à 30 mètres serait fatale à un être humain. D'après la loi de Boyle-Marriott, largement reconnue par la communauté scientifique de l'époque, à température constante, le volume occupé par une certaine quantité de gaz est inversement proportionnel à sa pression. Concrètement, ça signifie qu'à 30 mètres de profondeur, la pression de l'eau sur nos poumons devrait être telle que nos poumons devraient imploser. Mais en 1949, Raimundo Burrer, peut-être un peu fou ou mu par une vision obsédante, a fait le pari que la barrière des 30 mètres n'était qu'imaginaire et que le corps humain était tout à fait capable de supporter une telle pression. Il releva son défi et gagna son pari, revenant à la surface en parfaite santé et les poumons intacts après avoir plongé à 30 mètres de profondeur. On découvrait alors que des lois physiques qu'on pensait bien établies ne s'appliquaient pas nécessairement sous l'eau. La loi de Boyle-Marriott explique le comportement des gaz à des pressions relativement faibles, mais plus tant à des pressions élevées telles que celles qu'on subit lorsqu'on s'immerge à plusieurs dizaines de mètres sous la surface. L'histoire nous raconte alors que c'est à ce moment-là que l'apnée est devenue un sport. Depuis, les limites imaginaires ont été nettement repoussées. En 1976, Jacques Mayol franchit pour la première fois le seuil des 100 mètres. Et en 2007, l'Autrichien Herbert Nitsch établit le record de profondeur absolu en validant une apnée à 214 mètres. Il a même battu son propre record quelques années plus tard en plongeant à 253 mètres, mais en subissant un grave accident de décompression lors de la remontée. Peut-être qu'Herbert Nitsch, à ce moment-là, a bel et bien touché les limites du corps humain. On peut dire à peu près la même chose concernant notre capacité à retenir notre souffle. Alors qu'on pensait à l'époque que la majorité des personnes ne pouvaient pas retenir leur souffle plus de 2 minutes sans risquer une syncope, c'est-à-dire une perte de conscience due au manque d'oxygène ou des lésions cérébrales, on sait aujourd'hui que le corps humain est capable de bien plus. Le Français Stéphane Mifsud a établi le record du monde officiel d'apnée statique en retenant sa respiration pendant 11 minutes et 35 secondes. Et en inhalant du dioxygène juste avant de plonger, cette durée peut même encore être doublée. L'apnée reflète aussi la fascinante adaptabilité du corps humain et le lien particulier qu'on entretient avec l'océan. Comme le dit James Nestor, l'auteur du livre Deep, nous sommes nés de l'océan. Le premier organisme vivant, ancêtre de toutes les formes de vie sur Terre, est apparu dans l'eau. Et on commence notre développement immergé durant 9 mois dans le liquide amniotique dans le ventre de notre mère. C'est ce qui fait qu'on partage avec tous les mammifères un réflexe d'immersion, une série d'adaptations physiologiques temporaires qui sont activées dès qu'on plonge notre tête sous l'eau, en particulier lorsque l'eau est froide, grâce à des récepteurs techniques disséminés sur la peau du visage. Dès le moment où on plonge notre tête sous l'eau, notre rythme cardiaque ralentit et notre débit cardiaque baisse également. Un phénomène de vasoconstriction se met en place, c'est-à-dire que le sang se retire de nos extrémités et se concentre autour de nos organes vitaux, c'est-à-dire en particulier le cœur et le cerveau, ce qui le permet de fonctionner plus longtemps que sur Terre avec une réserve limitée d'oxygène. La rate, elle aussi, se contracte pour libérer davantage de globules rouges dans le sang, ce qui facilite le transport de l'oxygène. Certains changements protègent également nos poumons et nos autres organes contre l'implosion sous la pression de l'eau, parce qu'à 20 mètres sous l'eau, par exemple, nos poumons sont déjà réduits à 1/3 de leur taille normale. Nos sens perdent aussi de leur acuité, nos neurones ralentissent. Plonger sous l'eau nous transforme momentanément, physiquement, mais aussi mentalement. Tout est fait pour préserver nos fonctions vitales, conserver nos réserves d'oxygène et nous permettre de survivre le plus longtemps possible dans un état d'asphyxie involontaire. Évidemment, c'est un réflexe qu'on peut exploiter durant une asphyxie volontaire, c'est-à-dire durant la pratique de l'apnée.
Je me réjouissais de découvrir et de vivre ces sensations. Mais pour m'y mettre, il me fallait d'abord un instructeur. Parce que même si dans sa forme la plus simple, la pratique de l'apnée ne requiert aucun équipement, n'importe qui peut plonger sous l'eau et retenir sa respiration, c'est aussi là que résident ses dangers. Pour pratiquer l'apnée en sécurité, une formation est nécessaire, ne serait-ce que pour affiner sa technique et la maîtrise de son corps, pour être plus efficient et économiser un maximum d'oxygène, mais aussi pour bien comprendre les risques et savoir gérer ses propres limites. Pour l'apnée, comme pour la plongée, il existe plusieurs agences ou associations certifiantes, PADI, AIDA, Molchanov, etc. Et chacune propose son propre système, son propre programme et sa propre philosophie de formation, même si les cursus sont dans l'ensemble assez similaires. Et chaque école est affiliée à l'une ou l'autre de ces associations internationales. J'ai décidé de faire mon stage dans une école affiliée à l'AIDA, l'Association internationale pour le développement de l'apnée, qui est la seule fédération d'apnée à but non lucratif et qui a entre autres pour mandat d'établir les règles et les normes pour l'établissement des records d'apnée. J'avais prévu d'aller à Bali quelques mois au printemps 2024 et d'en profiter pour faire mon stage là-bas où les écoles d'apnée foisonnent. Pas très surprenant puisque l'île est située dans le triangle de corail qui concentre la biodiversité la plus riche au monde. La plupart des aspirants apnéistes vont à Amed, sur la côte est de Bali, pour s'entraîner. Mais moi, je me suis décidée pour un petit village situé sur la côte nord, loin de toute l'activité du sud et d'Ubud, un village encore épargné par le tourisme de masse et les complexes hôteliers qui essaiment un peu partout à Bali. Là-bas, il n'y a qu'une seule école d'apnée, Uzia Freediving, dont le fondateur est aussi le seul et unique instructeur et le premier instructeur d'apnée indonésien à avoir ouvert une école d'apnée à Bali, Yoshua Surjo. Les avis sur son approche de l'entraînement et sa vision étaient si élogieux que j'ai pas longtemps hésité. Alors j'ai pris contact avec lui et mon stage était réservé. J'allais suivre mon premier cours le 2 mai 2024. J'allais commencer mon stage par un cours débutant qui se fait en théorie sur 2 ou 3 jours en fonction des écoles. Donc le premier jour, je me suis rendue à 8h au centre d'apnée où j'ai rencontré aussi l'autre débutant avec qui j'allais suivre ce cours, un Indonésien du nom de Harist. On a commencé par une introduction théorique à la physiologie de l'apnée, en particulier sur le système et le cycle respiratoire, les risques et les précautions à prendre. Puis c'est devenu un peu plus excitant, puisqu'on a directement sauté dans la piscine du centre pour mettre en pratique ce qu'on venait d'apprendre et réaliser nos premières apnées statiques, c'est-à-dire retenir son souffle le plus longtemps possible, mais sans nager, sans plonger et sans bouger. Pour retenir son souffle en apnée, on doit passer par 4 phases, qu'on appelle le cycle respiratoire. La phase de relaxation, la phase d'inspiration, la phase d'apnée à proprement parler et une phase de récupération. Durant la phase de relaxation, on va chercher à se détendre aussi bien mentalement que physiquement pour abaisser notre rythme cardiaque et réduire au minimum notre consommation d'oxygène, mais aussi pour parvenir à un état de concentration maximale. C'est là que la méditation et les exercices de relaxation entrent en jeu. Une fois qu'on se sent détendu et prêt, on prend une inspiration complète en inspirant lentement par la bouche et en gonflant d'abord la cavité abdominale avec notre diaphragme et ensuite seulement la cavité thoracique pour vraiment remplir l'entier de nos poumons. Puis l'apnée à proprement parler commence. C'est là que démarre vraiment le jeu mental. C'est là qu'il faut parvenir à rester concentré et détendu pour accueillir et endurer l'inconfort. Contrairement à ce que la plupart des gens croient, l'inconfort qu'on commence à ressentir après quelques dizaines de secondes sans respirer n'est pas dû à un manque d'oxygène, mais à l'accumulation de dioxyde de carbone ou CO2 dans le sang. Le CO2, c'est un produit naturel de notre métabolisme. L'oxygène qu'on inspire, il est amené à nos cellules pour produire de l'énergie, le carburant permettant à notre corps de fonctionner. Durant ce processus, du CO2 est produit, qui se retrouve donc ensuite dans notre sang. Et une accumulation de CO2 acidifie notre sang, ce qui peut déréguler notre organisme à long terme, et c'est pour ça qu'on doit l'expulser de notre organisme au fur et à mesure en expirant. L'équilibre est assuré simplement quand on respire naturellement. Mais quand on retient volontairement notre respiration, le CO2 qui ne peut pas être éliminé s'accumule à des niveaux bien supérieurs au niveau auquel notre organisme est habitué. Alors bien sûr, l'acidification temporaire due à l'accumulation de CO2 lors d'une apnée n'est pas dangereuse, parce que l'organisme se rééquilibre très rapidement après une rétention de souffle. Mais notre organisme, il sait pas que c'est une situation temporaire, et il nous envoie très très rapidement des signaux pour nous pousser à corriger cette situation anormale par le mécanisme d'homéostasie. C'est-à-dire que notre corps tend tout simplement à vouloir rester dans un état stable.
L'accumulation de CO2, c'est justement ce qui crée la sensation d'inconfort et les fameuses contractions qu'on peut ressentir si on retient notre respiration assez longtemps. C'est des sortes de convulsions ressenties dans le diaphragme et les poumons et qui peuvent aussi traverser notre corps tout entier et qui ont pour vocation de nous dire « Mais respire, bordel !» Et donc, une fois que notre tolérance est arrivée à bout, on sort la tête de l'eau pour faire une respiration de récupération. Le but, c'est vraiment de rééquilibrer le plus rapidement possible nos niveaux d'oxygène et de CO2 dans le sang. Avant de penser à faire de l'apnée, comme tout le monde, j'avais déjà essayé de retenir ma respiration pour voir combien de temps je tenais. Mais j'avais jamais tenu jusqu'aux fameuses contractions. Je savais pas qu'elles existaient, ni même que c'était possible et sans danger de retenir sa respiration beaucoup plus longtemps que ce que notre corps et notre esprit veulent nous faire croire. Alors la mission, lors des premières apnées, c'est de résister assez longtemps pour ressentir ces fameuses contractions. Les premières 20 secondes en général sont relativement confortables, je découvre une sorte de calme et de tranquillité. Mais l'inconfort s'insinue assez rapidement et l'envie de respirer se fait vite très pressante. Et pourtant, les contractions sont toujours par là. J'essaie de concentrer mon esprit sur autre chose que sur l'inconfort, mais j'y arrive pas du tout. La sensation est beaucoup trop désagréable et mon esprit est trop indiscipliné. Mais au lieu de remonter directement à la surface, cette fois, je sais qu'il n'y a aucun risque. Que cette sensation n'est pas le reflet d'un danger imminent, mais seulement une information. Et j'ai un objectif, les contractions. Donc, je tiens. Et enfin, la première contraction arrive et elle secoue mon corps tout entier. Je frétille comme un Magikarp et je relâche de l'oxygène. Et franchement, je suis tellement surprise et aussi inhabituée à ça que je sors immédiatement la tête de l'eau pour reprendre mon souffle. Et là, je suis contente parce que je me dis, ouais, en une seule apnée, j'ai déjà réussi à repousser ma tolérance jusqu'à la première contraction. Alors Yoshua, mon instructeur, me dit de recommencer, mais cette fois-ci de continuer mon apnée après l'apparition de la première contraction et d'essayer d'en tenir 2, 3, 4, 5 peut-être. Et il m'invite aussi cette fois à ne pas lutter contre les contractions ou les contenir, mais plutôt à les accepter et à vraiment les laisser me traverser. En gros, essayer de rester détendu, même avec l'apparition des contractions. C'est comme avec le froid. En fait, plus tu essaies de résister en contractant tes muscles, et plus c'est désagréable, et plus tu ressens le froid. Et en fait, si tu acceptes le froid et que tu arrêtes de lutter contre, tu te rends compte que c'est pas aussi désagréable que ça, et que tu le supportes mieux parce que tu es simplement plus détendu et que tu arrêtes de trop te focaliser là-dessus. Donc je recommence, et après 3 apnées, j'arrive déjà à atteindre 3 contractions et à tenir 2 minutes. Et ce, sans aucun travail de respiration spécifique, rien qu'en modifiant mes connaissances sur la respiration et en repoussant juste un peu plus mes limites mentales. Alors bon, on va remettre les choses en perspective, 3 contractions c'est rien, parce que les meilleurs apnéistes, ils sont capables de tolérer plus de 100 contractions sans perdre conscience, ce qui me semble totalement inconcevable. C'est tellement inconfortable la sensation d'avoir besoin d'air. Mais comme en musculation, où on apprend au fur et à mesure à endurer la douleur et la brûlure, en apnée aussi, on peut apprendre à tolérer davantage de CO2, à tolérer cette forme d'inconfort, à s'habituer à ces sensations jusqu'à ce qu'elles deviennent familières et tolérables. Mais aussi, au fur et à mesure que notre cerveau se rend compte qu'on n'est pas en danger, qu'il ne s'agit que d'une information et que c'est peut-être pas si urgent que ça de respirer. Et c'est notamment en bâtissant cette tolérance au CO2 qu'on peut améliorer notre temps sous l'eau. Ouais, justement, une des grosses surprises que j'ai eues, c'est le fait qu'on ait fait aucun entraînement respiratoire préparatoire avant de faire nos premières apnées. Parce que avant de commencer mon stage, j'avais regardé évidemment quelques vidéos sur l'apnée qui mettaient en avant des techniques de respiration particulières ou des exercices de relaxation avec une modification du rythme respiratoire que des apnéistes ou des apprenants apnéistes faisaient avant leurs apnées pour améliorer leur temps sous l'eau. Mais Yoshua, justement, nous a mis en garde immédiatement. L'hyperventilation, c'est la première cause de syncope, c'est-à-dire de perte de conscience, et c'est ce qu'on veut par-dessus tout éviter. Souvent, on croit que hyperventiler, ça veut dire respirer trop vite et trop fort, comme lorsqu'on fait un effort intense. Mais en réalité, l'hyperventilation, c'est simplement le fait d'inspirer et d'expirer davantage d'air que ce qui est nécessaire pour maintenir l'équilibre habituel entre nos niveaux d'oxygène et de CO2 dans le sang. Donc, toute respiration dont le rythme est altéré par un effort conscient est considérée comme de l'hyperventilation, que ce rythme soit lent ou rapide.
Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'hyperventilation, elle ne permet pas d'augmenter le pourcentage d'oxygène contenu dans le sang. Parce que quand on est en bonne santé, en réalité, notre taux d'oxygénation du sang atteint déjà en tout temps entre 95 et 99% de sa capacité totale, et on ne peut pas remplir un réservoir déjà plein. Mais l'hyperventilation, elle a bien deux attraits. D'une part, elle aide certaines personnes à se détendre, à faire baisser leur rythme cardiaque, à se concentrer avant une apnée. D'autre part, en hyperventilant juste avant une apnée, on peut expulser davantage de CO2 et donc retarder l'accumulation de CO2 et donc aussi retarder la sensation d'inconfort et les contractions dont j'ai parlé avant, ce qui peut nous aider à tenir plus longtemps. Alors ça semble plutôt bénéfique, mais en réalité c'est là que ça devient dangereux. Parce que le problème, c'est qu'en retardant l'arrivée des contractions, on retarde aussi les signaux qui nous permettent de savoir où on en est physiologiquement. Les contractions, indirectement, elles sont le reflet de notre niveau d'oxygène. Donc normalement, si on compte le nombre de contractions qu'on tient habituellement, on peut savoir où se trouvent nos limites. Le nombre de contractions qu'on peut tenir sans être en danger. Parce qu'évidemment, passé un certain point, si notre taux d'oxygénation devient trop bas, aux alentours de 50% de façon très générale, notre organisme va éteindre notre cerveau pour se préserver et préserver nos fonctions vitales. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'on perd conscience. Si on retarde ou altère la survenue du signal principal, les contractions, qui nous indiquent où on en est par rapport à nos limites en ce qui concerne notre réserve d'oxygène, on risque de surestimer nos capacités. On risque de croire qu'on peut aller encore plus profondément ou tenir encore plus longtemps, alors que le signal est faussé. Et pour cette raison, l'hyperventilation est la cause principale des accidents d'apnée et en particulier des pertes de conscience. Et donc, même si ça pourrait nous aider à tenir plus longtemps, ça veut dire pas d'hyperventilation juste avant une apnée. Aucun problème si on s'entraîne sur terre, à sec et allongé, parce que si on arrive au point de perdre conscience, on va pas tomber puisqu'on est déjà couché, et au moment où notre corps va nous forcer à respirer, c'est de l'air qu'on va respirer, et on va retrouver l'équilibre normal des gaz très rapidement, on va pas couler. Mais sous l'eau, si personne ne peut nous aider à remonter, quand on va avoir le réflexe de respiration, on va inhaler de l'eau et se noyer. C'est aussi pour ça que la première règle de sécurité en apnée, c'est de ne jamais faire de l'apnée seule, même statique, c'est-à-dire la tête sous l'eau sans bouger. Dans l'eau, il faut toujours s'entraîner avec quelqu'un qui connaît la technique et les gestes pour vérifier qu'on est toujours conscient et pour sortir nos voies respiratoires de l'eau et nous aider à reprendre notre respiration si jamais on perd conscience. Et justement, apprendre les techniques de sauvetage et à se surveiller l'un l'autre, ça fait aussi partie de notre cours du jour. Alors après nos premiers tests en piscine le matin et l'apprentissage des règles de base de l'apnée, l'après-midi, on est parti en pleine mer pour notre première séance le long de la ligne de vie. Et comme il fallait s'y attendre, ça s'est pas passé comme j'aurais voulu que ça se passe ou comme j'espérais. L'entraînement en piscine, ça a été. En mer, par contre, toute autre histoire, grosse déconvenue, j'ai pas réussi à égaliser. Je n'arrivais pas à équilibrer la pression dans mes oreilles. En plongée, l'équilibrage consiste à rétablir l'équilibre entre la pression externe, due au poids de l'eau, et la pression interne dans l'oreille moyenne et les sinus. Parce que comme l'eau est plus dense et lourde que l'air, lorsqu'on plonge, l'eau exerce une pression sur nos cavités qui sont remplies d'air. Et cette pression, elle s'accroît avec la profondeur. De 1 bar à la surface, elle augmente de 1 bar supplémentaire tous les 10 mètres. Donc la pression qu'on subit, elle est déjà doublée à seulement 10 mètres sous l'eau. Nos poumons, ils sont souples et ils se rétrécissent automatiquement sous la pression croissante sans que ça pose de problème en général. Mais les tympans, la membrane qui sépare l'oreille moyenne de l'oreille externe, sont beaucoup trop rigides et la pression de l'eau qui s'accumule vient appuyer sur le tympan qui risque d'être perforé si l'équilibre n'est pas rétabli. Pour équilibrer la pression, il y a plusieurs méthodes, mais la plus simple et intuitive, c'est la manœuvre Valsalva, qui consiste à envoyer de l'air vers les tympans au moyen d'une contraction du diaphragme tout en gardant le nez bouché et la bouche fermée. Alors Yoshua me rassure en m'expliquant que c'est très fréquent pour les débutants d'avoir des difficultés à équilibrer les premiers jours, en particulier lorsqu'on plonge tête en bas, ce qui est le cas en apnée parce que l'air plus léger que l'eau veut remonter à la surface. Et lorsqu'on plonge tête en bas, on doit envoyer de l'air vers le bas et donc contrer la tendance naturelle de l'air à vouloir remonter. Ma trompe de stage gauche, elle est comme bloquée. Normalement, on le sent quand on parvient à envoyer de l'air vers nos oreilles. On doit entendre une sorte de pop. Mais à gauche chez moi, il n'y a vraiment rien qui se passe.
Et du coup, déjà à 1 ou 2 mètres sous l'eau, je ressens l'inconfort de la pression qui vient appuyer sur mes tympans et je reste juste coincée. Et en plus, durant la même séance, je vois Harist, mon camarade d'apnée, qui s'enfonce déjà sous l'eau à plusieurs mètres et qui semble avoir absolument aucun problème à équilibrer. Donc après 4 ou 5 apnées sans résultat, je commence à sentir les tentacules de la frustration qui commencent à s'enrouler autour de ma gorge. Mais je veux pas y céder, parce que je sais que ce sera pire. Si je la laisse s'emparer de moi, je peux dire adieu à ma relaxation, à mon entraînement et à une éventuelle possibilité d'équilibrage. Donc le seul moyen d'y échapper est de tenir la frustration à distance. Pour moi, c'était de revoir tout de suite mes attentes à la baisse et de réadapter mes objectifs. De laisser de côté mes objectifs de performance, de profondeur, de dissiper les images d'apnée parfaite et fluide au milieu des coraux que j'avais en tête et de me focaliser sur le premier défi qui se présentait à moi, l'équilibrage et mes sensations. Donc le but des prochaines semaines, ça allait être pour moi de comprendre comment fonctionne l'équilibrage en pratique et surtout d'apprendre à connaître et à reconnaître les sensations de l'équilibrage, à ressentir tous les muscles qui participent à cette manœuvre, d'essayer d'être consciente de tout ce qui se passe dans mon corps lorsque j'essaie d'équilibrer et que je descends le long de la ligne de vie. Et aussi bien sûr de gérer mes émotions. Parce que ça, c'est vraiment ce que je peux contrôler. Je peux contrôler ma conscience, mon attention, mais je peux pas contrôler mes performances ni ma vitesse de progression. Après les 3 jours du cours débutant, il n'y avait toujours pas de grand changement pour moi. J'étais toujours incapable d'équilibrer passer 3 à 4 mètres, alors que Harris terminait déjà sa certification débutant en atteignant les 20 mètres sans encombre. En plus de ça, mon oreille gauche à ce moment-là était presque totalement bouchée. Ça fait 3 jours que j'ai pas pu m'entraîner, que j'ai pas pu retourner faire de l'apnée. Depuis mes problèmes d'équilibrage samedi dernier. Et j'ai probablement eu une sorte de mini inflammation du tympan. Et tant que ça c'est pas revenu à la normale, faut pas que je retourne faire de l'apnée. Et c'est très frustrant. C'est très frustrant parce que je suis venue ici exprès pour ça, pour faire des progrès, pour m'améliorer et faire le plus possible d'apnée. Et là, je suis nouveau bloquée dans mes progrès. Et là, ça m'apprend vraiment ce dont j'ai le moins au monde, la patience. C'est vraiment un jeu mental là, un jeu de patience, un jeu d'acceptation, de lâcher prise sur des choses qui sont totalement hors de mon contrôle. Et après quelques jours, je me suis quand même décidée à aller voir un médecin qui m'a enlevé un gros bouchon de cire que j'avais dans l'oreille gauche. Donc ça a déjà pas mal aidé et débouché l'oreille. Donc après une semaine de pause, j'ai enfin pu reprendre les entraînements avec un regain de motivation. Mais mes problèmes d'équilibrage, eux, étaient loin d'être réglés et je restais toujours bloquée à 4 ou 5 mètres sous l'eau. Ça commençait à faire vraiment long et j'avais vraiment du mal à faire barrière aux doutes. Est-ce que j'allais finir par réussir à débloquer cette oreille gauche ou est-ce que mes trompes de stage sont tout simplement trop étroites ou en défaut qui font que je suis juste incapable d'équilibrer? Est-ce que je fais tout ça pour rien? Est-ce que je lutte contre une barrière physionomique infranchissable? Est-ce que je suis tout simplement parfaite pour ça? Est-ce que c'est un signe que je dois abandonner? J'avais vraiment pas envie de croire ça, alors je m'accrochais à l'idéal de persévérance que je voulais incarner, mais je sentais vraiment les doutes qui profitaient de chaque faille dans ma concentration, ma résolution, ma relaxation pour infiltrer mon esprit. Et un jour, après 2 semaines et demie de blocage, ça s'est enfin débloqué. C'était un soulagement indescriptible, vraiment une sensation mais de fou. Quand pendant des jours et des jours, tu vois rien qui se passe, tu vois aucun progrès, t'as l'impression de faire du surplace et tout d'un coup, bim, un bond en avant comme ça et ta capacité à faire ce que tu cherches à faire se débloque d'un coup, c'est magique. J'étais enfin parvenue à équilibrer complètement à gauche, et ce, pendant toute la séance et de manière systématique, alors qu'avant mon oreille elle se bloquait toujours complètement après 2 ou 3 apnées. Et je brisais enfin la barrière des 5 mètres. Je m'enfonçais enfin jusqu'à 10 mètres, sans ressentir aucun inconfort sur mes tympans. Alors, j'avais peur que ce soit juste un jour de chance et que ça se rebloque le lendemain. Mais non, j'ai pu équilibrer à nouveau le jour suivant, et le jour d'après, et encore, et encore. Donc,
Je savais maintenant que c'était possible, que ma trompe de stage gauche, elle n'était pas complètement bloquée. J'avais la preuve expérimentale que je pouvais entraîner cette capacité et que par la répétition, la pratique et l'habitude, j'allais pouvoir assouplir petit à petit mes trompes de stage et améliorer ma capacité d'équilibrage. Ce déblocage soudain, il m'a fait réfléchir à la nature de la progression et des succès subis qu'on vit ou dont on entend parler dans les médias. Parce que quand on débloque tout à coup une capacité, ou qu'un youtubeur inconnu se réveille un jour avec des centaines de milliers de nouveaux abonnés grâce à une vidéo devenue virale, ou qu'un athlète sorti de nulle part remporte un tournoi majeur ou bat un record, ou qu'on décroche tout à coup un contrat avec le client de nos rêves, on a tendance à mettre ces réussites apparemment soudaines sur le compte de la chance, de la génétique, voire de la manipulation ou de la tricherie. On imagine souvent que toute progression doit être linéaire, que dans tout apprentissage, entreprise, projet, on met chaque jour un pied devant l'autre, de distance à peu près égale, pour nous mener graduellement d'un point A à un point B. Comme l'érosion d'une roche par l'eau, où chaque goutte creuse un peu plus le sillon qui prend forme micromètre par micromètre. Pourtant, souvent, la progression, elle suit un autre schéma et s'apparente davantage à un séisme. Dans ce modèle, on répète chaque jour les actions qui doivent nous permettre d'arriver à une certaine évolution, à un certain changement, mais sans vraiment constater de progrès sur le chemin, sans voir de changement, sans savoir où et comment on va passer à l'étape suivante. Tout comme les plaques tectoniques sont constamment en mouvement et accumulent pendant des années et de façon imperceptible de l'énergie et des tensions au niveau des failles. Et un jour, lorsque la pression accumulée atteint un certain point critique, elle est tout à coup libérée brutalement, produisant un séisme. C'est notre bond en avant, notre percée, le déblocage. De même que le séisme, qui semble soudain et aléatoire, est en fait le résultat d'une longue période d'accumulation de tensions géologiques, les succès humains apparemment subis sont souvent le fruit d'une accumulation d'expériences et d'une répétition inlassable des éléments de base qui concentrent au fil du temps des capacités, des qualités et des schémas qui finissent par se combiner parfaitement pour donner lieu à une opportunité en or ou ce qui apparaît comme un exploit chanceux et inexplicable. Alors, j'irai évidemment pas jusqu'à dire que le déblocage de ma trompe de stage gauche est un succès, mais c'est vraiment un exemple de bond en avant inattendu et d'une progression non linéaire. Et c'est aussi ce qui rend les doutes si faciles et la persévérance si fragile. Et ça demande une certaine foi que de poursuivre l'entraînement quand on a l'impression de faire du surplace et qu'on a l'impression que rien ne se passe. Et d'autant plus quand autour de nous, ceux qui se lancent dans la même aventure ne semblent pas du tout éprouver les mêmes difficultés que nous. Et c'est justement en s'abandonnant à la patience, en se concentrant sur la granularité des progrès, sur les micromètres gagnés de jour en jour, sur la répétition des actions essentielles, une sensation nouvelle, une attention plus aiguë à nos ressentis, quelques centimètres gagnés en profondeur, un esprit légèrement moins encombré et troublé, et aussi sur la répétition des actions essentielles, et en reconnaissant ce schéma de progression par bond qu'on peut se familiariser avec l'impression de surplace et l'accepter, et renforcer sa capacité à persévérer dans les moments de doute et de stagnation. Alors j'avais certes réussi à assouplir et à débloquer ma trompe de stage gauche, mais mes difficultés d'équilibrage n'avaient pas disparu pour autant. Ça restait toujours beaucoup plus difficile à gauche et assez lent. Je devais vraiment prendre mon temps, surtout dans les premiers mètres, et je devais parfois m'y reprendre à 2 fois pour débloquer le côté gauche. Et donc c'est vraiment là-dessus que j'ai travaillé durant les entraînements suivants. J'ai continué à faire des descentes tête en haut le long de la ligne de vie pour encore assouplir et accélérer mon équilibrage. Je viens de terminer ma dernière séance d'entraînement ici à Plem-Terran, en tout cas pour ce mois, avec joie. Et je termine sur une assez bonne note parce que c'est la première fois aujourd'hui que j'arrive à équilibrer des deux côtés, les deux oreilles en même temps et de manière fluide, sans délai. Aujourd'hui, j'ai réussi, ça marchait super bien des deux côtés directement, donc c'était fluide. Donc j'ai pu descendre beaucoup plus rapidement aussi. Et je vois que du coup, ça me rassure en fait parce qu'avec l'entraînement et l'habitude, je peux entraîner du coup vraiment mon corps à ce que ça devienne beaucoup plus systématique, beaucoup plus rapide. Donc je termine vraiment sur un point positif. J'arrive toujours pas à le faire tête en bas, c'est toujours tête en haut que ça marche, tête en bas je suis toujours bloquée, mais je sais que c'est possible. Donc je sais que c'est vraiment une question d'habitude et de répétition. Donc j'essaie vraiment de me concentrer sur ces petites
petites améliorations. Mais l'objectif au bout du compte, c'est quand même de pouvoir plonger tête la première. Et j'arrivais toujours pas à équilibrer avec la tête en bas, et ce aussi bien à gauche qu'à droite, il n'y a rien qui se passait. Comme si mon cerveau en fait percevait cette position comme une menace et que les muscles qui contrôlent l'ouverture de mes trompes de stage se contractaient par réflexe. Alors Yoshua m'a conseillé de passer du temps en fait tête à l'envers, tête en bas, même à sec, pour habituer mon cerveau, mon corps à cette position et peut-être éliminer ce réflexe de repli. Il m'a aussi recommandé de continuer à m'entraîner à équilibrer le plus souvent possible à sec, tous les jours, plusieurs fois par jour, toujours pour continuer d'assouplir mes trompes de stage. Et aussi d'apprendre et de pratiquer une autre méthode d'équilibrage plus avancée et plus efficace en apnée, la technique Frenzel, parce qu'elle n'exige pas d'envoyer de l'air de nos poumons vers notre tête. C'est une technique que je maîtrise toujours pas aujourd'hui, mais que je continue de pratiquer. Parce qu'évidemment, même si mon stage s'est terminé il y a maintenant plus de 3 mois, j'ai pas du tout l'intention de laisser tomber. Je sais juste que c'est un apprentissage qui, pour moi, durera probablement des années du coup, et pas seulement quelques semaines ou mois comme je croyais avant de commencer. Parce que même si mes difficultés d'équilibrage sont peut-être dues à un problème physiologique et à un manque d'habitude et de pratique, elles mettent aussi en lumière d'autres problèmes plus profonds, et en particulier un manque de contrôle mental et physique. Et même une intervention médicale, elle servirait pas à grand chose si je suis limitée par mon incapacité à me détendre, à contrôler mon esprit, mes tensions, ma frustration. Parce que j'ai vite compris que l'apnée exige une maîtrise extrêmement fine de nos mouvements, de nos sensations et de notre esprit pour parvenir au relâchement le plus total. Et qu'ancrer cet apparent paradoxe demande énormément de temps et de conscience. Et si tu veux explorer d'un peu plus près ce lien et ce que l'apnée peut apporter, et découvrir comment l'apnée a révélé des faiblesses que j'évitais jusque-là, et comment j'ai dû apprendre à les gérer en travaillant avant tout sur mon mental et mon état d'esprit, alors abonne-toi à ma chaîne pour ne pas manquer la partie 2 de mon expérience de l'apnée qui sortira dans quelques temps. Parce que c'est vraiment sur ce point-là, sur cette question de la maîtrise du corps et de l'esprit, que la pratique de l'apnée a le plus à nous apprendre pour évoluer dans tous les domaines de notre vie. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi t'as déjà fait de l'apnée, laisse un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça s'est passé pour toi, qu'est-ce que t'as retiré de cette expérience, de cette aventure, qu'est-ce que ça t'a apporté et appris. J'apprécierais aussi beaucoup que tu me dises ce qui t'a le plus marqué, inspiré ou étonné dans cette vidéo. Je t'invite aussi à mettre un j'aime et à la partager avec ton réseau pour me soutenir et inspirer toujours plus de monde à explorer chaque jour un peu plus leur potentiel mental et physique. Dans tous les cas, je te remercie vraiment d'être là et de m'accorder ton attention. Ça représente énormément pour moi et ça ne fait que me booster davantage à publier toujours plus de contenu et à t'apporter le plus de valeur possible. Alors, rendez-vous au prochain épisode. À bientôt!